を最果てへと導く海賊ゴールディ・ロジャー。神がいるかいないかなど考えるまでもない。ああ、知っている。 La vérité a éclaté, la guerre a été déclarée, mais l'ennemi se tapit encore dans l'ombre. Et alors que l'histoire commence à se dévoiler, ceux qui savent tout et qui auraient pu tout révéler depuis bien longtemps sont restés silencieux. C'est donc au-delà du rire qu'une question se pose. Pourquoi Lauro Jackson n'a-t-il pas parlé? Pourquoi Goldie Roger n'a rien dit? Confirmation d'une arme antique? Théorie sur les expériences humaines de l'ancien royaume et un rôle avec Sanji? Le grand robot géant à abattre? Et surtout, explication du silence de Roger. Et non, ce n'est pas une fraude. On parle de tout ça. Je vous arrête une minute, essayez de deviner la sponsor du jour. Voilà, prenez votre temps, vous pouvez appuyer sur pause et c'était tout simplement Honkai. Le fameux meilleur jeu de l'année 2023 multiplateforme sur le Google Play et l'App Store, Honkai Star Rail. En plus par les mêmes créateurs que Genshin Impact. Si ça, c'est pas un gage de qualité. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que c'est l'arrivée de la version 2.2 de Honkai Star Rail. En plus de la quarantaine de personnages avec chacun leur histoire, un nouveau apparaît alors à l'occasion. Le fossoyeur de son nom anglais, Boot Hill, qui est une référence au Boot Hill des États-Unis, le cimetière où étaient enterrés les tireurs et les personnes mortes portant des bottes. Toujours aussi intéressant d'en savoir plus sur les criminels. Un cowboy cyborg de l'espace qui fait partie des Rangers de la galaxie, le premier de ce groupe jouable et qui n'a qu'une seule loi, la loi du plus fort, tout en étant le premier personnage capable de porter des buffs d'un combat à l'autre, car en effet, grâce à son talent, les effets peuvent se transmettre d'un affrontement à l'autre. En utilisant son ultime, le fossoyeur peut même ajuster les faiblesses de son adversaire à son avantage. Il y a qu'à le voir, ça donne pas envie de se retrouver sur son avis de recherche. C'est un passionné par les modifications corporelles pour améliorer ses capacités au combat, donc va falloir nous le prouver. Cette nouvelle version 2.2, c'est l'occasion de vivre de nouveaux événements, chacun avec des mécaniques différentes, comme la batte galactique où il faut vaincre des ennemis apparaissant par vagues avant de créer l'arme ultime et d'affronter des très gros boss. Mais c'est surtout l'occasion au final de profiter de 10 sauts hyperspace gratuits. Il faut juste se connecter pendant 7 jours pour récupérer 10 passes spéciaux du Star Rail. Ils pourront être utilisés pour essayer d'invoquer le fossoyeur ou Fuxwan de retour. Donc n'hésitez pas à passer par mon lien en description pour les bonus, ça soutient la chaîne à chaque fois que vous cliquez dessus et que vous faites la petite manip. Mesdames et messieurs, ici Chaj et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1116 de One Piece, nommé Conflit, avec en cover comme d'habitude Yamato qui reçoit des médicaments et des Dango d'Otsuru. Ok, c'est très bien, mais un chapitre qui a surtout pour titre cela par rapport à ceci et bien sûr son conflit autour de son humanité. Sauf qu'il y a une chose qui m'a pas échappé, c'est qu'on revoit un des personnages que j'ai le plus détesté dans l'anime, le gros sumo qui a marqué un des pires épisodes de One Piece tellement c'était long et lent. Et donc n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire sur ce chapitre et cette review et t'abonner si tu n'es pas encore abonné car on parlera de One Piece encore longtemps jusqu'à la fin et bien plus encore. Et commençons tout de suite avec Stussy, le clone humain et le réel rôle de Sanji, théorie sur l'ancien royaume. Puisqu'on va donc retrouver la situation critique sur Egghead. L'équipage d'Emugi ne peut plus descendre. Punk Records a été coupé, le haut du bâtiment est tombé, il y a des tremblements de terre, un feu qui empêche même les marines d'arriver là où se trouvent les Sipi et les Séraphins, que Jupiter compte bien éliminer en les mangeant bien gaulement. Et alors qu'on a une page pour nous présenter tout ça, c'est une folie de voir à quel point Eiichiro Oda brille lorsqu'il est question de dessiner des environnements, dessiner tout simplement l'île de Vegapunk dans ce véritable capharnaüm. Parce qu'il est fort pour te lâcher les détails ici et là partout. C'est pour ça que ça marche en fait quand il te fait des plans larges. Bref, et on va alors retrouver Stussy qui va demander à Edison si elle peut libérer Kaku, car les agents du Cypher Pole sont tombés. Peut-être qu'il pourrait aller les aider avec Punk Records qui a été coupé en deux, mais surtout car ce sont ses camarades. Elle a montré sa loyauté à Vegapunk, mais elle ressent un conflit dans son cœur d'humain. Et tout n'est pas si simple et c'est assez intéressant étant donné que c'est une question qui a été posée en filigrane avec même Kuma, qui était censé ne plus pouvoir bouger, ne plus pouvoir suivre ses propres instincts. Là, on avait eu avec Stussy tous ces questionnements par rapport à un clone qui se demandait si au-delà de sa mission, elle était humaine. Mais en réalité, ce que Oda nous dit, c'est que c'est ce doute dans son cœur qui la rend humaine à travers Edison.
Et c'est bien beau, ça fait plaisir. Franchement, je pensais pas que je serais touché par le personnage de Stussy durant cet arc, mais Eiichiro Oda réussit toujours. Peut-être qu'elle reformera les Rocks avec Weeble qui va peut-être maigrir, donc à Impel Down. Mais là où je trouve ça assez intéressant, c'est que peut-être en fait le questionnement autour de l'humanité pourrait aller plus loin que ça, même autour des clones et compagnie. On a quand même Kuma qui a été cloné, les Séraphins et tout lors de cet arc, et peut-être que ça pourrait nous représenter quelque chose de plus grand. Et donc commençons cette petite partie théorie, puisque dans un certain sens c'est aussi Sanji la star de ce chapitre, étant donné qu'on se rappellera lorsqu'il aura fouillé les profondeurs il y a bien longtemps de cela sous la mer, qu'il aura trouvé un portrait, le portrait d'une femme qu'on ne connaîtra pas et qui semble bien être la personne que Imu-sama avait dans son cœur, la fameuse Lily Nefertari, et il semblerait vraiment que le personnage soit obsédé, Imu-sama, par elle, parce que franchement, avoir quelque chose d'aussi énorme en tant que poster d'une personne, oui, ça fait un petit peu peur. Ça fait très peur. Et c'est là que je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien étrange entre Sanji et justement Imu-sama et toute cette histoire d'ancien royaume, étant donné que, voilà, peut-être qu'Eiichiro Oda aurait fait une introduction par le passé, donc de toute cette histoire via Mr. Prince. Parce que quand on nous parle de l'ancien royaume, on nous parle d'un royaume dont la technologie était extrêmement avancée. Et étrangement, on a aussi Sanji qui vient du Germa, donc cet incroyable royaume qui est lui aussi extrêmement avancé. Et plus que ça, même sa mère ressemble à la personne qui se retrouve sur la photo. Après, je vais pas dire que Sanji c'est le cousin de Vivi, mais je me demande si tout ça ne serait pas lié, ou même juste thématiquement. C'est vrai que quand on regarde bien Mother Flame, on voit des sortes de spirales qu'on voit aussi donc sur les sourcils de Sanji, et vu que ce sont des humains artificiels, entre guillemets, les enfants de Judge qui ont été modifiés par la science, peut-être que quelque chose serait caché à cet endroit, le facteur de linéage. On en aura entendu parler en arrivant chez Sanji, et ça m'étonnerait même pas que l'ancien royaume, aussi avancé technologiquement, étant donné que quand même quand on parle de grands scientifiques dans le monde de One Piece, bah ça a souvent aussi un rapport avec les augmentations par rapport au corps humain. Donc tout simplement que l'ancien royaume ait été lié à ce genre d'expérience et qu'on découvre qu'une des races du monde de One Piece ait été créée par l'ancien royaume, hein. Même les fruits du démon, en vrai, ça se trouve que c'est juste un facteur de linéage de base extrêmement développé pour le faire pousser dans un fruit. Et je pense réellement qu'il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là par rapport au facteur de linéage dans l'ancien royaume, étant donné qu'on nous parle aussi d'une arme antique, Poséidon, qui aurait pu être juste l'élu d'un pouvoir transmis de génération en génération tous les 100 ans, 1000 ans ou je sais pas quoi, mais là, alors qu'on a découvert que l'ancien royaume était extrêmement avancé, et donc loin peut-être des idées de départ où ce serait un royaume un petit peu ancestral avec toutes des coutumes et compagnie autour de rituels, là on te parle de science, et peut-être que Poséidon même est juste une personne qui a été génétiquement modifiée pour pouvoir contrôler les rois des mers. Enfin bref, tout ça pour vous dire que la technologie se jouera aussi génétiquement et que ça ait un lien avec Sanji ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lien avec notre très chère Vivi qu'on verra lors de ce chapitre, surtout par rapport à son royaume, Alabasta en train de pleurer la disparition de sa reine et surtout du roi Cobra, enfin de sa princesse. Et encore une fois, c'est juste un plaisir visuel de voir cette page avec ce grand tombeau qui est érigé pour le Nefertari. Ça fourmille de détails, ça donne envie de partir en Égypte, aller les voir réellement. Et bon, de toute manière, c'est pas la famille de Sanji, mais bien Lily Nefertari qui serait au centre de tout, je vous le rappellerai. Donc Imu-sama avait dit et la tenait responsable donc de cette ère de piraterie et compagnie, parce que à cause de son erreur, les poneglyphes sont restés à travers le monde. Ok, ça c'est très mystérieux. Et voir Imu-sama obsédé par elle, est-ce que c'était sa mère, est-ce que c'était son grand amour ou je sais pas quoi, je ne sais pas, mais passons tout de suite donc à pourquoi Roger n'a rien fait. Parce que oui, je vois de plus en plus de personnes insulter Roger sur Twitter et c'est pour ça que je me dois de le défendre un petit peu, mais on va quand même se moquer de lui, quand même, on est obligé. Étant donné que le chapitre va s'ouvrir sur une interrogation, pourquoi la guerre d'il y a 800 ans va-t-elle continuer maintenant alors que plus personne n'est censé être en vie de cette époque? Et en réalité, nous le savons, c'est parce que cette histoire a été transmise, que le combat est encore d'actualité, que cela doit continuer. Et la fin du chapitre ira plus loin dans
grand l'interrogation, étant donné qu'on nous dira que le Joy Boy avait prévu de transmettre 3 armes antiques dont on ne sait pas s'il faisait partie du camp du bien ou du mal, quel camp avait raison. Là ça devient d'autant plus clair parce que quand même t'as une figure de ce monde qui est censé être le héros qui te transmet les armes qui détruisent le monde, donc c'est un petit peu... ouais... je sais pas. C'est pas forcément le mec qui t'offre une bombe atomique qui est le gentil. Mais déjà à ce niveau-là, je tiens à vous le dire, je me demande si les armes antiques, elles ne portent pas seulement ce nom si elles sont utilisées de mauvaise manière. Et donc de la même manière que Pluton est censé être un bateau, voilà, Franky avait les plans et compagnie, au final, ça pourrait aussi être juste utilisé de manière totalement différente que pour détruire le monde. Voilà pourquoi il voulait les transmettre à la base. Mais bon, donc l'autre grande interrogation sera, une fois le message terminé lors de ce chapitre, posé par Vegapunk qui dira que l'équipage de Roger savait tout sur ça, avait découvert toute la vérité mais n'ont préféré rien dire. Et la grande question qui se pose est alors... pourquoi ce silence? Alors qu'on retrouve au Cap Jumeau Crocus qui nourrit des baleines tranquillement et en cette fin de chapitre à Shaobodi, Shaka qui est en train de s'occuper d'un pirate du bar mais on s'en fout et Riley qui est en train de rigoler, sûrement nostalgique alors qu'un bout de vérité a été dévoilé par le docteur Vegapunk et que fidèle à lui-même il dit qu'il ne devrait pas gâcher le fun des nouvelles générations, il parlera à Roger en disant que maintenant c'est leur fun à eux. Un petit peu comme si désormais c'était la mission du monde de s'occuper de cette histoire. Avec un message assez mystérieux de l'éditeur qui dit que ceux qui connaissaient la vérité se sont contentés de rire. Et c'est là que ça a commencé à échauffer les esprits. Et déjà je tiens à vous le dire, à chaque fois qu'on voit Riley, c'est tout le temps grotesque. Il est vraiment incroyable comme personnage et Oda quand il le dessine, tu sens toute la nostalgie du personnage. Mais surtout, si Roger savait ça, ça veut dire que quand il a lu toute cette histoire, voilà, de millions de personnes qui sont mortes sous la mer et compagnie, sa réaction, ça aura été... Après, plus sérieusement, peut-être que c'était juste la raison du conflit de base qui était drôle. Une embrouille juste par rapport au goût d'une tarte, ou même comme les grands guerriers d'Elbaf qui ne savent même plus pourquoi ils s'étaient battus à la base dans One Piece. C'est aussi peut-être un petit peu ça le message. Donc aucune guerre ne mérite d'être menée en réalité parce que les raisons sont à chaque fois futiles. Sauf si c'est pour libérer les gens et compagnie, bien sûr, c'est autre chose. Et on se rappellera surtout les paroles de Riley lors du chapitre 506. Vous n'arrivez peut-être pas à la même conclusion que nous et donc toute la question est peut-être d'agir ou non une fois qu'on connaît cette histoire. Et moi je le dis, je sais même pas c'est quoi cette histoire mais je suis sûr que je suis du côté de Xebec. En vrai, quand on rapproche ça d'autres éléments, Roger dans son flashback il demandait qu'en être à Poséidon, et même la narration d'Oda qui nous aura montré juste après l'ellipse, la première chose, la première île qu'il nous aura montré, c'était celle avec Poséidon, on se dit justement que c'est vraiment lié à tout ça, où Joy Boy est juste une histoire de temps, lui qui était malade et qui n'était juste pas l'élu pour réveiller le robot géant, que l'éléphant puisse plus ou moins l'écouter. Justement, c'était juste pas le destin de Roger, et peut-être que c'était juste une question de temporalité, mais j'avoue que je serais aussi intéressé s'il y avait aussi une question de morale qui entrait en jeu. Ce serait pas inintéressant comme à la SNK, voilà, fallait-il agir ou non, et qu'ils auraient, en plus de la contrainte temporelle, donc décidé de ne pas agir. Encore une fois, Riley leur avait déjà dit, mais quoi qu'il en soit, donc ce sera une malédiction de savoir ça, étant donné qu'agir ou non, ça comptera bien comme une action dans tous les cas. Voilà, personnellement, je crois au Roger, et ce qu'on notera, c'est que bien sûr, Vegapunk est un accro spoiler. Il ne peut pas lâcher. T'as vraiment l'impression qu'il en veut à Roger de pas avoir expliqué toute l'histoire, il voulait savoir. Et peut-être que tout simplement, ils ont extrêmement rigolé car ils savaient que Oda mettrait plus de 1000 chapitres à en venir à ce moment de l'histoire. On découvre enfin quelque chose. Et ça, je t'avoue, c'est marrant, tristement marrant. Et justement, donc revenons-en à nos moutons. En parlant de l'arme antique en possession du gouvernement, la guerre qui n'est pas peut-être pour tout de suite, étant donné qu'il y a quand même un problème de taille dans ce que raconte Vegapunk, c'est qu'il ne dit pas connaître donc la source, la personne qui a lancé l'arme antique, qui a détruit Lulusia. Et ça, c'est un petit peu difficile pour lancer une rébellion. Peut-être que le rôle de Vegapunk dans One Piece était juste de lancer donc ce questionnement à travers cet univers, ou peut-être que ça va juste arriver juste après, durant cette arme. Étant donné que Vegapunk le dit
mentir, une partie de Mother Flame a été volée et a surtout alimenté une arme antique. Il le regrette, voilà, il s'en excuse et on est obligé de penser à Einstein, énergie atomique. Et justement, Oda, il fait peut-être un lien avec ce qui s'est passé, donc arme nucléaire utilisée sur le Japon, excuse de ce vieux monsieur. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, on verra Momonosuke qui, voilà, sait-on jamais, n'aura même pas eu l'occasion de terminer sa phrase. Est-ce qu'il a trouvé cette arme antique de Wano et même Crocodile? On le verra juste après. Voilà, Oda qui fait encore un lien. Est-ce que celui, le premier qui nous en a parlé de ces armes antiques dans le manga, en serait en possession au bout d'un moment? Est-ce qu'il va aller chercher Pluton sur Wano et se faire one-shot par Yamato? Et ça y est, là, je sais, les gens, ils ont juste envie d'écrire un commentaire sur les rapports de force parce que c'est plus fort que ça les démange. Et donc, est-ce que c'est réellement Uranus qui se retrouverait du côté du gouvernement mondial ou même une copie d'une arme antique étant donné qu'ils avaient les plans de Pluton avec Franky et Tom? Est-ce que cette chose qui a attiré le navire de Bege à l'époque était déjà une arme antique? Et c'est peut-être terriblement réaliste, mais on verra les personnes qui voudront confirmer donc ce qu'a dit le docteur Vegapunk. Le niveau de l'eau qui a monté, peut-être que certains l'ont observé, mais donc la disparition de Lulusia, tu verras le roi Elisabetto et d'autres personnages qui veulent s'en assurer. Et c'est bien normal en réalité, c'est vrai que même si on te fait une annonce comme ça, il te faut au minimum de grosses preuves. Et j'espère que ça va arriver vite, parce que sinon on y est pour longtemps avant que tout le monde se mette d'accord juste pour se préparer pour la Grande Guerre. Je te dis même pas pour lancer la Grande Guerre. Et là, il faut qu'on avance, les gars. J'ai déjà très hâte d'arriver au moment où le monde entier va se réunir, mais avançons et parlons de l'affrontement face aux robots géants et le rôle de la marine dans toute cette histoire. Étant donné que York sera choqué, Stella savait que Mother Flame avait été volée, alors qu'elle faisait exprès de ne pas synchroniser entièrement toutes ses activités afin qu'il ne soit pas au courant. Voilà, lui aussi jouait en secret de son côté. Et petit rappel à tous ceux qui disaient à l'époque aucun Vegapunk ne peut être le traître parce qu'on nous a dit qu'il se synchronisait, je vous rappellerai juste une chose, c'est de jamais croire ce que disent les gens forcément, et même dans un certain sens ce que disent les personnages du manga. C'est vraiment différent ce que dit un narrateur et les personnages du manga qui sont limités à leurs propres informations pour tout. Et dans tous les cas, tout deviendra clair pour elle. L'endroit où se trouve le Dendenmushi qui transmet le signal est à l'intérieur du robot géant. Là, je suis déçu, mais déçu. Oh, en vrai, je m'en fous. Mais c'est juste que moi, je voulais pas forcément que ce soit Dragon qui protège ce Dendenmushi, en fait. C'était juste que je voulais qu'il ait un rôle à jouer. J'en avais parlé du robot géant, voilà, qu'il pouvait y avoir le Dendenmushi à l'intérieur, mais je trouvais pas ça aussi intéressant que peut-être Kizaru, mais je pense que ça arrivera bien plus tard, qu'il ait un sursaut, un élan de rébellion. Mais Dragon, je voulais tellement qu'il agisse, qu'il fasse au moins un mini truc durant cet arc. Quand même, Dragon! Parce que ça y est, les vannes vont continuer. Regardez-moi cette image. Lui aussi, comme Kuma, a passé sa vie à fuir, mais pour rien faire. Ça commence à être difficile de défendre Dragon, là, parce qu'il faut vraiment nous expliquer ce qu'il fait. Et quoi qu'il en soit, ce robot géant, ce peut-être allié de Joy Boy, le Franky de Joy Boy, est juste terrifiant alors qu'il traverse l'île. Il est insensible, rien ne le touche, peut-être qu'il faudrait une arme antique, justement, pour le détruire, tel Zunisha, c'est un monstre de la nature, et je me demande si il pourrait toucher le Gorosei. Est-ce que ce serait lui qui montrerait la clé afin d'affronter les doyens? Et je me pose pas seulement des questions vis-à-vis de Dragon, mais même il y a d'autres personnages à développer parce que les marines, il faut qu'on nous montre des choses. Là, lors de ce chapitre, on voit Sengoku qui est stressé, il mange des biscuits avec Tsuru. Voilà, c'est un mangeur compulsif, il noie son stress dans la nourriture. Et fait très intéressant, il se trouve sur le bateau de guerre de Tsuru. Donc là, on pourrait se dire qu'il serait possiblement parti chercher Garp parce qu'on va voir une bataille de la maison de retraite de la marine. Ah, ça va être excellent, ça. Akainu qui va fumer littéralement. Heureusement qu'il n'y a pas de détecteur de fumée. En vrai, tu dois faire une crise cardiaque en apprenant tout ça. Ou peut-être même qu'il le savait déjà. Ça reste bien mystérieux. Il faudra questionner les marines qui se trouvent du mauvais côté, entre guillemets, lors de cette guerre finale. Et j'espère que ce sera fait. Mais le mec doit être tellement stressé
que je pense qu'il aurait préféré perdre contre Kuzan. Ah, la vérité, là, rétrospectivement, même Kuzan, il doit être content d'avoir perdu sur Punk Hazard. Ah ouais, ah là, au moins, il a pas à gérer ça. J'espère vraiment qu'il y aura un gros développement au niveau des marines, parce qu'on a beau en avoir eu lors de cet arc, c'est peut-être un petit peu trop unilatéral pour l'instant ce qu'on voit, alors que c'est peut-être les grands ennemis de One Piece. C'est vrai, le gouvernement mondial et compagnie, c'était bien fait à East Blue, mais depuis, quand même, on voit rarement les marines faire preuve d'autorité dans le bien. C'est limite, parfois tu te poses la question, mais pourquoi ils ont rejoint la marine? Alors qu'en vrai, oui, t'as Garp qui a libéré des gens avec Kobe et compagnie, donc sur l'île de la Ruche. Kizaru, par exemple, tu le vois tout le temps du mauvais côté, donc c'est un petit peu difficile de considérer qu'il pense faire des choses bien. En fait, c'est à cause de Luffy que j'ai envie de voir tout ça un peu plus développé, vu que normalement tu vois des pirates méchants et compagnie, les Kaido qui asservissent le peuple, mais c'est Luffy qui s'en occupe. Et en fait, dans un sens, j'ai l'impression qu'on nous montre plus quand la marine n'agit pas que lorsqu'elle agit. Alors que normalement, s'il y a des gens qui rentrent dans la marine, c'est qu'ils doivent se dire que la marine agit, enfin j'espère, enfin bref. Dans tous les cas, c'est quand même gros lors de ce chapitre, une arme antique qui est confirmée pour la première fois avoir été utilisée quelque part à 100% entre guillemets, même si elle n'était que rechargée avec un seul petit bout de Mother Flame, donc je vous laisse imaginer la suite, mais en même temps si c'est capable de détruire le monde, ça semble logique, mais c'est dingue. L'emplacement du Dendenmushi est surtout qu'un Joy Boy voulait transmettre ces trois armes et l'inactivité donc du roi des pirates, et même si on a des grosses révélations lors de ces derniers chapitres, ça reste quand même un rythme assez lent. Je me suis fait critiquer la semaine dernière pour en avoir parlé, mais encore une fois ce n'est qu'un avis, je le dis en tant que constat, même pas en termes de critique réelle, parce que j'ai pas du tout détesté. Justement, je trouve que c'est nécessaire dans un sens d'avoir un rythme aussi lent quand tu construis un univers aussi gros. Si tu veux faire une grosse guerre, mais vraiment énorme, beaucoup plus grosse que Marineford et compagnie, bien sûr que tu es obligé d'introduire ça, même si ça prend du temps. Pour la dernière fois, quand je te dis que c'est lent, je suis pas en train de cracher dessus, je te dis que c'est nécessaire pour créer des doubles pages juste énormes par la suite, où tu vois les royaumes réunis pour combattre le gouvernement mondial, et tout le monde qui veut faire « Ah, c'est incroyable, je casse ma tête et tout !» C'est le style d'Oda, il le fait depuis des années et ça marche. Et quand on se pose, c'est juste fou le nombre de personnages qui ont été convoqués lors de ce chapitre. Je vous laisse avec cette fresque de toutes les réactions à travers le monde entier. C'est complètement dingue, c'est vraiment tout l'univers de One Piece qui s'est retrouvé là, même si on n'a pas encore eu la réaction de Barbe Noire et j'ai très hâte de la voir. Donc tout le monde face au gouvernement, ça va peut-être prendre un peu de temps, étant donné qu'il ne sait pas, donc Vegapunk, que c'est Imusama qui possédait et a utilisé cette arme antique, sauf si, encore une fois, c'est aussi un piège de Vegapunk, cette transmission qui pourrait transmettre les événements actuels avec la destruction de son île par un Gorosei démoniaque, et j'espère qu'on aura peut-être un petit truc comme ça pour accélérer un petit peu le mouvement. Et globalement, le chapitre 1116 de One Piece est une grande question. Pourquoi la guerre continue-t-elle? Que voulait chacun des partis? Car au-delà de l'horreur du monde submergé, tout reste mystérieux. Joy Boy voulait transmettre des armes capables de détruire le monde, et peut-être qu'il n'était pas réellement du bon côté. Et alors que chacun réagit et semble devoir faire un choix en tant qu'humain, une ultime question se pose. Pourquoi l'équipage de Roger n'a rien dit? Quelle est la vérité qui pourrait faire que le grand Goldie n'agisse pas? Car quoi qu'il en soit, une chose est sûre, s'il l'avait voulu, s'il en avait eu les moyens, il l'aurait fait, il aurait agi, car il était l'homme le plus libre de ce monde, et tout simplement le roi des pirates.